Bonjour à tous. Je suis maître de conférence à la faculté de pharmacie de Nancy. J'effectue mes activités de recherche et d'enseignement au sein de l'école d'audioprothèse et je travaille notamment sur notre outil de mesure objective des performances des appareils auditifs, qui se constitue de ce que nous appelons la plateforme de simulation auditive et de l'adaptation d'une méthode d'estimation du rapport signal sur bruit en sortie d'appareil auditif. Alors pourquoi une plateforme de mesure objective à l'école ? Eh bien, c'était pour répondre à un besoin des étudiants dans le cadre de leur mémoire de fin d'études, en complément de leurs mesures subjectives, d'obtenir des mesures objectives. Donc en 2015, Joël Ducournau a initié le développement d'un outil pédagogique à partir d'une tête artificielle. Et désormais, les étudiants à Nancy ont accès, pour leurs mesures dans le cadre des mémoires, à du matériel de laboratoire qui vient compléter différents outils d'évaluation qu'ils peuvent utiliser sur leur lieu de stage ou au sein de l'école. Et avec Joël Ducournau et Adil Faiz, nous travaillons à maintenir accessible cette plateforme, donc à développer les scripts qui seront nécessaires pour réaliser les mesures des étudiants. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter cette plateforme, vous expliquer pourquoi et comment se déroule l'estimation du rapport signal sur bruit, qu'on peut adapter cette méthode à plusieurs locuteurs, et enfin, vous donner des résultats sur une étude comparative classe 1, classe 2, en termes de rapport signal sur bruit en sortie. Donc voici dans un premier temps un synoptique de notre plateforme de simulation auditive. Donc tout tourne autour de Kemar. Donc c'est un buste artificiel qui permet de faire une perception, de simuler la perception sonore binaurale. Donc grâce à la géométrie du mannequin, à la géométrie très précise des oreilles et au coupleur de CC que vous pouvez voir ici. On simule donc la perception binaurale. Les indices binauraux et les fonctions de transfert de la tête sont donc prises en compte. On acquiert donc un signal microphonique pour l'oreille gauche, un pour l'oreille droite, un signal microphonique de référence. Le tout est acquis grâce à une carte son qui permet aussi donc de diffuser un environnement sonore à l'aide de plusieurs enceintes, piloté à l'aide du logiciel MATLAB. Et vous voyez ici que nous avons également une deuxième tête artificielle, cette fois-ci avec une bouche artificielle. Cette plateforme peut être pilotée à l'aide d'une interface. Donc vous pouvez voir ici une capture d'écran. L'objectif à la création de cette interface était de reproduire les conditions d'audiométrie vocale dans le bruit. Et vous pouvez voir ici un microphone de référence. Donc c'est un microphone qui nous permet de contrôler les niveaux de parole et de bruit en entrée, et donc pour tous les résultats que je vais vous présenter. Lorsque je parlerai de rapport signal sur bruit d'entrée, c'est celui qui est mesuré ici au point de référence. Et lorsque je présenterai des résultats pour une oreille, ils correspondront toujours à un appareillage bilatéral et en embout fermé, comme vous pouvez le voir ici, avec des embouts sur mesure. Pourquoi étudier le rapport signal sur bruit ? Parce que c'est un indicateur simple qui parle à tous les étudiants, à toute la profession. C'est la différence en dB entre le niveau de parole et le niveau de bruit. Et comme vient de le dire Xavier Delers, il est corrélé à l'intelligibilité, avec toutes les variabilités dont il a parlé. Je vous présente ici deux signaux temporels, donc l'évolution du niveau sonore en fonction du temps, pour le même appareil. Dans le premier cas, uniquement une liste de mots est émise, et dans le second, seulement du bruit blanc. Et vous pouvez voir que lorsqu'on effectue la mesure avec les mêmes signaux, mais diffusés en même temps, on n'a à la fois pas les mêmes niveaux pour les mots et le bruit entre les mots. Donc cela signifie qu'à cause de la présence des réducteurs de bruit, nous avons besoin d'une méthode qui est adaptée aux conditions réalistes, c'est-à-dire mélange parole plus bruit. Et cette méthode, donc, qui est connue et partagée dans la communauté, c'est la méthode d'Agerman. Donc je vous présente ici le principe. Donc nous diffusons 2 fois l'environnement sonore, une fois avec le bruit en phase, une seconde fois avec le bruit en opposition de phase. Il y a donc 2 signaux par oreille qui sont captés, avec la parole et le bruit, ou la parole moins le bruit, en sortie d'appareil auditif, et des signaux d'erreur qui sont appelés E ici. Pour un environnement sonore qui est composé d'une liste de mots et de bruits, vous avez ici un exemple en temporel, où on voit que lorsque la synchronisation est bien réalisée, on a une parfaite opposition de phase pour les bruits entre les 2 émissions. Et ceci nous permet donc par un jeu d'addition et de soustraction de séparer la parole du bruit. Vous avez ici des illustrations. Et si les signaux d'erreur sont suffisamment faibles,
de réaliser l'estimation des niveaux sonores de parole et de bruit pour calculer le rapport signal sur bruit. Il est correctement estimé si les signaux d'erreur sont suffisamment faibles. Donc pour le vérifier, on doit procéder à une troisième mesure, qui est donc la mesure à partir de la transformée de Hilbert du signal diffusé. Un moyen calculatoire permet alors d'estimer le rapport distorsion-signal pour chaque fréquence, qui est représenté ici donc en fonction de la fréquence, et il doit être idéalement minimal, en tout cas inférieur à moins 20 dB d'après plusieurs auteurs. Et donc on vérifie que c'est le cas, et donc on peut voir ici que sans aide auditive, nous avons un rapport distorsion-signal qui descend jusqu'à moins 50 dB, donc qui représente nous permet de constater quelle est la largeur de bande passante de notre chaîne électroacoustique et audio numérique, et de vérifier la dynamique qu'il y a entre les distorsions et le signal. Une fois que nous vérifions que le domaine de validité de la méthode est rempli, eh bien nous pouvons passer à un exemple d'application. Donc là, pour vous montrer comment on va déduire un seul niveau de RSB en sortie d'appareil auditif, j'ai pris un exemple. Vous voyez ici 3 figures donc, qui correspondent à, pour un même appareil auditif, les mesures réalisées avec 3 programmes différents, qui ne sont pas forcément réalistes, un programme omnidirectionnel, un second avec uniquement de la réduction de bruit et un troisième avec uniquement de la directivité adaptative. Vous pouvez voir que les niveaux relatifs de parole et de bruit sont différents, donc que les RSB seront différents, comme vous pouvez le voir ici, avec le réducteur du bruit qui améliore le rapport signal sur bruit jusqu'à 2 kg, et davantage en médium haute fréquence pour la directivité adaptative par filtrage spatial. À partir de ces rapports signaux bruit en fonction de la bande critique, on peut, à partir d'une pondération qui tient compte des importances relatives des différentes bandes de fréquence pour le signal de parole, donc qui est issue de la norme du S2I, calculer un RSB moyen. Donc pour l'exemple que j'ai choisi, on voit que le réducteur de bruit permet d'avoir en sortie d'appareil auditif un RSB de 4 dB et la directivité adaptative seule 7 décibels. Ces valeurs de RSB, donc uniques, obtenues en sortie d'appareil auditif, sont calculées à partir des signaux à long terme dans la phase stabilisée. Donc ici, je vous propose de vous faire écouter un exemple de signaux sonores donc mélangés, enregistrés en sortie d'appareil, et puis séparés grâce à la méthode d'extraction. Donc j'espère que les niveaux... Alors, ok, donc il faut que je sorte. Excusez-moi. Donc le mélange. Alors, donc là, le niveau sonore en régie devrait rester le même pour qu'on puisse comparer. Ici, pour le bruit, donc vous pourrez suivre l'évolution qui est représentée ici en noir du niveau. Donc il est atténué pendant 10 secondes. Et enfin, la parole séparée. Voilà. Alors, pardon. Donc cette méthode... Pardon ? Effectivement. Alors, voilà. Donc on peut adapter cette méthode à plusieurs locuteurs. Donc ça consiste à diffuser une fois de plus le signal et par un jeu donc, de 3 additions-soustractions, on peut séparer les signaux. Donc on a réalisé une étude avec cette méthode. Donc 2 signaux de parole sont émis en simultané. On peut voir donc l'apport en termes de rapport signal sur bruit en sortie d'appareil auditif pour une directivité adaptative par rapport à un programme omnidirectionnel. Donc vous avez les RSB absolus en sortie d'appareil auditif gauche-droite pour les 2 programmes. Et pour la parole simultanée qui se trouve à droite, on remarque ici une amélioration du RSB beaucoup plus importante, donc de 5 dB ici, pour l'oreille contralatérale. Cette méthode a été utilisée dans le cadre des travaux de mémoire de Marie Brunol qui seront présentés cet après-midi. Et j'en viens donc maintenant à la comparaison classe 1, classe 2.
Donc, donc l'objectif, c'était de comparer les appareils auditifs classe 1, classe 2 en conditions réalistes. Donc plusieurs audioprothésistes ont été impliqués dans le choix des modèles et des réglages. Les méthodologies fabricants ont été choisies, donc avec les réglages d'options qui correspondaient à des niveaux intermédiaires avec une directivité adaptative en embout fermé. Et donc voici le protocole. Dans un premier temps, la parole, un signal ISTS a été mis en face et ensuite à droite. Pour plusieurs rapports signal sur bruit d'entrée. Je vous présente tout de suite la comparaison de tous les résultats pour tous les classes 1 des 5 fabricants qui ont été sélectionnés. Donc ici, représenter le rapport signal sur bruit en sortie d'appareil en fonction du rapport signal sur bruit d'entrée. Les pointillés noirs correspondent à la conservation du rapport signal sur bruit. Donc c'est celui qui est... si les points se trouvent au-dessus, les aides auditives améliorent le rapport signal sur bruit. Et c'est l'inverse si les points se trouvent en dessous. Donc on constate qu'il y a une amélioration de 3 à 10 décibels du RSB de sortie pour l'environnement le plus bruyant, donc moins 6 dB des RSB d'entrée. Il y a un seul fabricant pour lequel il y a une dégradation du rapport signal sur bruit. Et en tout cas, on constate une importante disparité entre les différents fabricants. Un des fabricants voit une discontinuité dans le tracé RSB de sortie par rapport à entrée, par rapport aux autres, et c'est sans doute dû à une stratégie au niveau de l'implémentation des algorithmes. En environnement confortable, certains algorithmes pourraient être désactivés pour ce fabricant. Alors pour chaque fabricant, si on compare donc les scores classe 1, classe 2, donc on va d'abord le faire pour le fabricant A, on va constater qu'effectivement les RSB de sortie en classe 2 sont plus importants. C'est le cas pour les fabricants B et E également, avec des écarts classe 1, classe 2, qui seront représentés après, qui sont différents. Et pour les deux autres fabricants, eh bien, nous avons des résultats qui donnent des tendances inverses. Alors ici, pour les environnements très bruyants, l'écart est relativement faible. Ici, on pourrait penser que nous avons inversé les classes 1 et classe 2, mais nous avons vérifié que ce n'était bien sûr pas le cas, et David Collin a obtenu des résultats similaires. Donc si on compare pour chaque fabricant la courbe bleue et la courbe verte, donc si on compare le RSB en sortie en classe 2 avec celui en classe 1, on obtient ce qu'on appelle un gain en RSB. Donc il est positif pour les 3 fabricants dont j'ai parlé en premier. Pour l'environnement le plus bruyant, il est de 3 à 8 décibels. On constate que plus l'environnement est bruyant, plus le gain est important. Et pour départager les fabricants, on aurait tendance à dire que l'appareil de classe 2 est meilleur pour le fabricant A, mais en fait, c'est l'écart classe 1, classe 2 qui est le plus important. Et si on revient juste avant, on peut constater que le fabricant A ne permet pas d'obtenir les meilleurs résultats pour le RSB de sortie en classe 2. Les deux autres fabricants sont représentés ici, donc avec des gains RSB négatifs. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que c'est la performance réelle des appareils ou est-ce que nos conditions de mesure influent des meilleures performances en classe 1 en classe 2 ? Donc avant d'en discuter, je vous présente les résultats pour la configuration où la parole se trouve à droite. Donc cette fois, les résultats sont présentés pour les deux oreilles, avec ici l'oreille côté source, donc on commentera moins parce qu'il y a peu d'écart, et l'oreille contralatérale. Donc là, ici, pour le fabricant A, en classe 2, les RSB en sortie sont meilleurs que pour la classe 1. Donc c'est le cas pour les fabricants B et E également. Et sans surprise, c'est l'inverse pour les fabricants C et D. Donc le gain en RSB classe 2 par rapport à classe 1 pour les 3 fabricants A, B et E est synthétisé ici, où on peut voir que pour l'oreille contralatérale, il y a un gain de 1 à 4 dB pour les 3 fabricants, donc ce qui permet un meilleur stéréoéquilibrage pour la parole qui est spatialisée dans le bruit. Donc pour conclure, j'ai 2 niveaux de conclusion. Donc le premier par rapport aux mesures classe 1, classe 2. Donc on a pu constater qu'en termes de RSB en sortie d'appareil auditif, parce que c'est le critère que nous avons choisi de regarder, lorsque la parole était mise en face, il y a une amélioration du rapport signal sur bruit pour tous les appareils classe 1 de tous les fabricants dans les environnements bruyants.
Et la classe 2 fournit des meilleurs RSB en sortie d'appareil auditif que la classe 1 pour 3 des 5 fabricants. Il y a un meilleur équilibrage stéréo pour la classe 2 pour les 3 mêmes fabricants. Et pour les fabricants C et D, donc nous avons réalisé des mesures complémentaires qui, pour l'instant, ne nous permettent pas forcément de remettre en question notre protocole. Et nous sommes en discussion avec les fabricants pour comprendre quelles peuvent être les origines de ce que nous constatons. Enfin, je vais conclure sur notre outil de mesure objective des performances des appareils donc à l'école d'audioprothèse de Nancy. Donc, dans un premier temps, nous avons la plateforme. Donc, ça a été un investissement matériel important. Donc, ce matériel est précieux et on en a bien conscience. L'autre point fort, c'est la répétabilité. Donc, j'en ai pas parlé, mais en fait, les appareils que nous testons, donc ce que nous cherchons à caractériser, est très répétable. Donc, ça, c'est super. Par contre, pour toutes les réalisations expérimentales, le temps passé à préciser les protocoles, à acquérir les données peut être très long et nous avons différents problèmes, d'asymétrie notamment à cause de l'inhomogénéité du champ. Donc lorsqu'on veut comparer oreille gauche, oreille droite, on peut avoir des soucis, d'autant plus que par défaut, les oreilles du Kmart sont asymétriques. Et enfin, de reproductibilité, donc problème de reproductibilité qui est dû au placement des appareils sur les lobes, sur les oreilles du Kmart, et une très forte sensibilité à des légères rotations du Kmart autour de son axe. Au niveau, alors la méthode d'estimation du rapport signal sur bruit, elle est en 2 étapes. La première, c'est la séparation de la parole et du bruit. La seconde, c'est l'estimation du RSB. En ce qui concerne vraiment uniquement la séparation, donc on a une très bonne dynamique distorsion signal parce qu'on réalise une très bonne synchronisation grâce à la façon dont on pilote la carte son. Ça permet d'écouter l'effet des algorithmes sur les sons, donc paroles et bruit séparés. Donc je vais accélérer la conclusion. Donc les mesures sont longues, donc il faudrait automatiser ce qui poserait le problème de la reproductibilité. Enfin, une limite que je n'ai pas précisée, c'est qu'on doit désactiver l'anti-Larsen. On a choisi d'estimer le RSB à long terme, mais on pourrait tout à fait analyser des bruits fluctuants ou d'autres critères, comme le Fra-Joël du Cournot. Le RSB est un indicateur précieux parce qu'il est simple et accessible, notamment pour les étudiants. Il est très partagé dans la communauté. Mais bien sûr, il y a des aspects temporels du signal de parole qui ne sont pas pris en compte, et donc ça, Xavier Delers s'en parlera. Et enfin, par rapport au choix du protocole, donc là c'est David Collin qui en reparlera, on peut se demander si les conditions de bruit que nous choisissons sont réalistes. Voilà, excusez-moi d'avoir débordé sur le temps. Merci.